Affrontement ce vendredi 31 mai des forces armées de la République démocratique du Congo, appuyées par les Wazalendo et les rebelles du M23. Une offensive lancée par les FARDC contre les M23 dans la matinée de ce vendredi au Nord Kivu. Célébration ce 31 mai de la journée mondiale sans tabac, protéger les enfants de l'ingérence de l'industrie du tabac est le thème pour cette année, analysé par les experts. C'est l'heure de vous informer, Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal qui commence avec cette information. Les forces armées de la République démocratique du Congo, appuyées par les compatriotes Wazalendo, s'affrontent depuis tôt le matin de ce vendredi 31 mai avec le rebelle du M23 soutenu par le Rwanda. Selon la société civile locale, ce sont les FARDC qui ont lancé l'offensive contre les M23. Rachel Adassaliwala pour plus de détails. Des nouveaux affrontements opposent depuis tôt les matins de ce vendredi 31 mai 2024 les forces armées de la République démocratique du Congo, appuyées par les Wazalendo et le rebelle du M23 RDF, sur deux collines stratégiques surplombant les cités des Bwerimana et des Minova. Selon le président de la société civile des Bwerimana, malgré les détonations d'armes lourdes et légères entendues à Bwerimana depuis les lignes des combats, il n'y a pas encore les déplacements de la population qui observe l'évolution de la situation. Il faut dire que Bwerimana est cette autre cité stratégique du territoire des Massissi, située à au moins 7 km des Chacha, lieu à partir duquel les rebelles du M23 ont coupé depuis plusieurs mois la route Goma-Bukavu, la RN2 sous son tronçon Sakeminova. Des milliers de déplacés ayant fui une dizaine de localités sous l'emprise du M23 se sont concentrés sur l'axe Bwerimana-Minova. La société civile qui alerte affirme que ce déplacé manque de tout. Pendant ce temps, les combats se poursuivent entre l'armée loyaliste et le rebelle du M23. On va parler de Rwanda Classified, une enquête internationale sur les dérives autocratiques de Paul Kagame et qui met en lumière l'autre visage d'un pays souvent présenté comme le Singapour de l'Afrique. Suivez. Il s'agit d'une vaste enquête journalistique qui a mobilisé 50 journalistes de 17 médias dans 11 pays. Une enquête coordonnée par le collectif For Biden Stories avec comme point de départ la mort du journaliste rwandais John William, décédé à Kigali en janvier 2023 après qu'une voiture ait percuté sa moto. Cela après qu'il ait enquêté avec son confrère Samuel Baker sur la présence des troupes rwandais en République démocratique du Congo. Un sujet tabou pour le régime présidentiel de Paul Kagame qui a toujours démenti son implication militaire en RDC. Un accident qui comporte beaucoup de zones d'ombre. Les destins tragiques de ces deux journalistes montrent qu'au Rwanda, il y a des enquêtes impossibles. Cette enquête relève la mécanique répressive mise en œuvre par le Rwanda, y compris hors de ses frontières, loin de l'image d'un pays modèle promu à l'étranger, particulièrement en Occident, en payant le service d'experts en relations publiques aux États-Unis et au Royaume-Uni, mais aussi en ciblant les opposants dissidents ou encore journalistes à l'aide du logiciel espion ultra sophistiqué pour téléphones commercialisé par la société israélienne NSO Group. L'enquête relève aussi que le Rwanda se présente en double face, dont notre face est le Rwanda qui joue un rôle clé dans la guerre qui sévit dans l'est de la République démocratique du Congo. Et plus de 25 000 déplacés de guerre des sites de Kigonze et de l'ISP Bunia ont été assistés ce vendredi 31 mai par l'entreprise Mongabao Construction, partenaire de l'administration militaire de l'Ituri. Cela après plus de 13 mois de non-assistance du programme alimentaire mondial. Le gouverneur militaire Johnny Luboya, qui a réceptionné cet important lot de vivres, a procédé juste après à sa distribution. On en parle avec eux à Fermevita. Après 13 mois de suspension de l'assistance humanitaire du programme alimentaire mondial, ces déplacés retrouvent leur sourire. En ce dernier jour du mois de mai, plus de 2500 déplacés ont reçu une assistance composée essentiellement de haricots, farine de maïs, huile végétale et le sel. Un geste de générosité de l'entreprise Mongabao, louée par les bénéficiaires. Cette aide est venue au moment opportun. Une belle fille du monde ne donne que ce que là. En tout cas, Mongabao aujourd'hui a songé à assister ces déplacés. Nous sommes très reconnaissants.
Je vous remercie beaucoup, Son Excellence, ainsi que le comité de sécurité qui ménage aucun effort pour quand même établir la paix sur l'étendue de la province de l'Ituri et plus particulièrement à de Djogo. Pour sa part, le gouverneur militaire a rassuré ces personnes sinistrées sur l'implication de l'administration militaire de l'Ituri au retour de la paix en vue d'une vie meilleure. C'est un problème de cœur, un problème de réconciliation. Tout le monde a le droit d'aller où il veut. Tout ce que Dieu nous a donné nous appartient à tous. Hein? Dieu, ce qu'on nous a donné ici, ça nous appartient à tous. Seulement, il faut suivre les règles. Et donc, je demande à ceux qui sont là, ceux qui continuent à perpétuer cette violence, d'arrêter. Signalons que l'entreprise Mongabaon ne cesse d'accompagner le gouvernement tant national que provincial. Ce geste d'amour vient encore une fois de plus renforcer le lien entre les deux protagonistes. Après plusieurs temps de pénurie d'eau potable, l'eau coule à nouveau dans les robinets de la Régie des eaux à Irumu. Ceci grâce à un groupe électrogène mis à la disposition du service attitré par l'administration militaire de l'Ituri. Un ouf de soulagement pour la population de ce coin du pays, affirmé Vita pour plus de détails. De plus en plus, les forces armées de la République démocratique du Congo restaurent l'autorité de l'État en Irumu, un village jadis caractérisé par les incendies, pillages, enlèvements et autres. L'heure a sonné pour le développement de ce coin du pays. À ce jour, la population bénéficie à nouveau de l'eau potable grâce au groupe électrogène doté par l'administration de Johnny Loboya. L'administrateur du territoire d'Irumu renseigne que l'exécutif provincial a tenu sa promesse. Ces derniers jours sont caractérisés par les inaugurations et cela n'est qu'un avague. Nous avons connu une pénurie d'eau d'une année. Le gouverneur a attendu vos pleurs et a tout disposé. Plus question de puiser de l'eau sur de longues distances. C'est déjà un grand pas. Nous disons merci à l'autorité. Les bénéficiaires aussi n'ont pas manqué à dire. L'eau, c'est la vie. Aux gens qui veulent obtenir la fin de l'état de siège, nous leur demandons plutôt d'évacuer. Car si aujourd'hui sommes revenus à Irumu, c'est grâce à l'état de siège. Aujourd'hui, le gouverneur Luboya vient de nous octroyer un générateur. Ça prouve qu'il est attentif à nos cris d'alarme avec des solutions. Je suis contente parce que nous avons à présent de l'eau. Merci au gouverneur, que Dieu lui bénisse. Le territoire d'Irumu se fait de plus en plus un oasis de paix où il fait beau vivre. Le président de l'Assemblée nationale a échangé avec les administratifs de cette institution. Lors de cette rencontre, Vital Kamerhe a dévoilé sa vision, celle de redynamiser, de réorganiser et d'améliorer des rémunérations et surtout de créer un hôpital moderne qui pourra offrir des soins de qualité aux députés et au personnel de l'administration de la Chambre basse du Parlement. On en parle avec Rachel Adassaliwala. Le président de l'Assemblée nationale s'élance dans l'amélioration des conditions socio-professionnelles du personnel administratif de cette institution. Vital Kamerhe l'a dit lors des échanges avec les directeurs et chefs des divisions de l'administration de la Chambre basse du Parlement. J'ai toujours accordé à l'administration une attention particulière. Dans mon discours inaugural, j'avais dit l'administration a un grand rôle à jouer. C'est comme ça que je n'hésite pas partout où je passe pour essayer de renforcer l'administration. Je suis en train de me poser la question où trouver le moyen où nous obtenons de l'État un acompte et puis financer carrément un grand hôpital et en même temps à côté ajouter quelques bureaux de l'administration. Quelques directions peuvent être délocalisées pour que les gens travaillent dans de bonnes conditions. Ceci pour redorer l'image de l'Assemblée nationale, mais aussi l'image de notre pays. Il sied de noter qu'un accueil chaleureux lui a été réservé par les administratifs pour son retour dans la maison 15 ans après. Risque imminent de rupture du pacte républicain entre le peuple et le gouvernement. La société civile force vive de la République démocratique du Congo exige des réponses idoines aux problèmes quotidiens de la population et la réconsidération des entités ignorées dans le nouveau gouvernement durant le second mandat du président de la République, Rachel Adassaliwala.
risque imminent de la rupture du pacte républicain. Le Bureau national de coordination de la société civile de la RDC et ses partenaires, dans le cadre de la surveillance citoyenne des élections de décembre 2023, ont minutieusement suivi les différentes observations formulées par les acteurs sociaux et politiques sur la poursuite du scrutin au second degré, dont celui des gouverneurs des provinces et des sénateurs. La population ne s'y reconnaît presque pas du fait du traitement lui réservé, et même les élus, à observer leur comportement, ne se sentiraient plus redevables envers les électeurs. Mais s'agissant des élections du second degré, les grands électeurs et leurs élus ont fait des combines politiques. Alors, le vrai problème demeure l'absence de la bonne gouvernance dans la République. Les intérêts privés dominent. Cette mauvaise gouvernance annule les quotas sociaux et rompt totalement le pacte républicain entre le peuple et ses dirigeants. En dépit de sa publication extrêmement tardive, ce gouvernement a très fortement heurté l'esprit de l'alinéa 3, article 90 de la Constitution. La province de Maniema, par exemple, et plusieurs entités ne s'y reconnaissent pas, et ce qui pose un problème de la cohésion nationale qui est menacée. Raison pour laquelle notre structure exige des réponses idoines aux problèmes quotidiens de la population et la reconsidération des entités qui ont été ignorées. Bref, très fatigués des promesses fallacieuses, les Congolais veulent voir des actions concrètes dès l'installation de ce gouvernement tant attendu sur le plan sécuritaire, sur le plan social, sur le plan économique, etc. Et pour cette série des portraits, nouvellement nommé vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Guy Kabongo Mwadiavita est un ancien combattant du parti politique de l'Union pour la démocratie et le progrès social depuis 35 ans. Ce dernier est détenteur des diplômes en droit public, mais aussi dans le domaine de la santé obtenus dans les institutions supérieures et universitaires de Kinshasa et de Paris. Suivez. Né le 14 mai 1964 à Mbujimaï au Kassai oriental, l'actuel vice-premier ministre en charge de la Défense nationale et ancien combattant est une figure emblématique de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS. Guy Kabongo Mwadiavita vient de totaliser 35 ans d'expérience et de combat au sein du parti au pouvoir. Très jeune, il adhère l'UDPS, fondé par le feu Étienne Tshisekedi, où il entame sa carrière politique comme militant dans la ville de Mweneditu. En 2011, il est élu député dans la circonscription des Tshilenge, mais suivant le mot d'ordre de boycott décrété par le président du parti, il refuse d'exercer son mandat. En décembre 2023, il est élu député national dans la même circonscription. Avec plus de 35 ans d'engagement et d'attachement à l'idéologie de l'UDPS, Guy Mwadiavita a assumé tour à tour les fonctions de chargé de mobilisation au sein de la commission de la jeunesse et président de la section du parti en France. Cet homme politique a été parmi les jeunes qui ont assuré la vulgarisation de la lettre ouverte des 13 parlementaires adressée à l'ancien président du Zaïre, le feu Mobutu Sese Seko. En 2019, il fut nommé directeur général du journal officiel de la RDC. Guy Mwadiavita est détenteur d'un diplôme d'études approfondies en droit public à l'université de Kinshasa et est licencié en sciences de la santé obtenu à l'Institut facultaire de développement IFAD. Il a également fait des études médicales à l'Institut supérieur de formation des soins infirmiers tenant des Brousses à Paris. Et physicienne de son état, Raïssa Malou, l'actuelle ministre de l'Éducation nationale et diplômée de l'Université catholique de Louvain. Elle est la fille du professeur physicien et ingénieur Félix Malouwa Kalenga, l'un des plus grands intellectuels d'Afrique. Son parcours vous est ici présenté par Ida Malouba.
En 2014, Raissa Malo, récemment nommée ministre d'État en charge de l'Éducation nationale, contacte le ministère de l'Enseignement primaire, secondaire et technique EPST de la RDC et propose d'organiser un événement nouveau, la première édition de la Semaine de la Science et des Technologies. Depuis, elle assure la promotion de la Semaine de la Science et des Technologies en RDC chaque année. Elle a dirigé pendant 5 ans l'unité projet PEC-PESU, projet d'éducation pour la qualité et la performance des enseignements au niveau secondaire et universitaire, un projet de l'enseignement primaire, secondaire et technique de la RDC avec le soutien de la Banque mondiale. Par ailleurs, elle dirige l'association Investing in People qu'elle a fondée en 2013 afin d'offrir des bourses scolaires aux femmes en STEM en RDC. Elle a également été membre du panel présidentiel chargé d'accompagner la mandature de la RDC à la présidence de l'Union africaine pour l'exercice 2021-2022, précédemment présidée par le président de la RDC Félix-Antoine Tshisekedi. Pendant cette mandature, conseillée par l'inventeur et expert congolo-togolais Manuel Tumba, elle a supervisé l'élaboration d'une feuille de route sur l'utilisation des technologies spatiales, la formation numérique et les applications géospatiales dans la réalisation des objectifs de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Ceci plus tard aboutit à la mise en œuvre du tout premier forum africain sur le projet géospatial et socio-économique sous le thème « Les technologies spatiales au service du développement durable en Afrique ». Le forum a été organisé en marge de la 9e édition de la Semaine de la Science et des Technologies en collaboration avec l'UNESCO RDC, l'ancien ministère de l'EPST et une organisation multinationale. Et pour boucler ce chapitre nommé par l'ordonnance présidentielle numéro 24/039, mercredi 29 mai, comme ministre du genre, famille et enfants, Léonie Kandolo est de nationalité congolaise, née à Kinshasa. Elle est licenciée en gestion et marketing à l'Institut de hautes études économiques et sociales de Bruxelles. Je vous laisse la découvrir dans cet élément signé Affirmez Vite. Léonie Kandolo Omoi, 10e ministre à la tête du ministère de genre, famille et enfants, a pour mission, entre autres, de promouvoir l'égalité du genre, de la famille et de l'enfant. Née à Kinshasa, capitale RD congolaise, Léonie Kandolo est fille de Daniel Kandolo, premier PDG de la Générale congolaise des minéraux, plus tard Gécamine. Elle est licenciée en gestion et marketing en 1982 à l'Institut de hautes études économiques et sociales de Bruxelles. Juste après, Léonie Kandolo a repris la direction de la grande imprimerie familiale à Lubumbashi, dans l'actuel Okatonga, au milieu des années 80. Cette activiste et analyste de plusieurs casquettes a joué un rôle important dans le combat et la lutte contre le VIH-Sida, les inégalités pour la parité, l'éducation, l'état de droit, la bonne gouvernance et la transparence. Combattante acharnée pour la démocratie, elle s'est aussi investie dans le comité laïque de coordination, celle-ci en sigle, à l'origine des manifestations d'envergure pour une alternative démocratique dont elle était la porte-parole. Elle a été nommée en 2020 membre du groupe consultatif des femmes d'exception mis en place par le président de la République et depuis le 29 mai en cours, ministre du genre, famille et enfants. Et l'humanité a célébré ce 31 mai la journée mondiale sans tabac pour l'édition 2024 où la journée a porté le thème « Protéger les enfants de l'ingérence de l'industrie du tabac ». Interrogé à ce sujet, le docteur Chris Lutete affirme que le premier grand danger, c'est la dépendance. Ce spécialiste de la santé ajoute par ailleurs que de nos jours, il est possible de soigner cette dépendance. Il a été approché par Affirmez Vita et Seyamba. Vous voyez ce reportage. Cette année encore, l'Organisation mondiale de la santé et les défenseurs de la santé publique du monde entier ont sensibilisé sur l'influence néfaste de l'industrie du tabac sur les jeunes. Pour le docteur Chris Lutete, tout part de la dépendance à la nicotine. Et la nicotine, c'est un poison neural. C'est considéré comme un poison neural. Pourquoi? Parce que voilà, au niveau du cerveau, ça crée une certaine dépendance. Et le fumeur a tendance, voilà, que sans fumer, il n'y a pas de plaisir, il n'y a pas de joie. Il devient émotionnellement dépendant de la nicotine.
Donc pour éprouver du plaisir, un semblant de joie, de l'énergie et ainsi de suite, le fumeur est obligé, bien sûr, de fumer. Donc la première grande conséquence, au-delà des maladies et bien sûr tout ce qui va avec, c'est d'abord ça, parce que tout découle de la dépendance à la nicotine. À la prise régulière de cette substance nocive, plusieurs maladies s'en suivent telles que... À long terme, un cancer des poumons. Nous avons une pneumonie qui peut devenir fatale. Nous avons de l'asthme. Nous avons beaucoup de complications au niveau, bien sûr, des voies respiratoires. Quand on parle de voies respiratoires, on voit tout ce qu'il y a comme larynx, pharynx, ainsi de suite. Selon les données du rapport de l'OMS de 2022, au moins 37 millions de jeunes gens de 13 à 15 ans consomment l'une ou l'autre forme de tabac. Et en dehors de nos frontières, pour chuter en Afrique du Sud, des rapports indiquent que le parti MK obtient des bons résultats dans les premières élections provinciales, ce qui a poussé les militants du parti à exprimer leur joie jeudi en fin de journée dans les rues de la région de KwaZulu-Natal. Ida Maloba pour plus de détails. Les résultats partiels des élections nationales montrent que le nouveau parti MK de l'ancien président Jacob Zuma est en tête dans la province face à l'ANC au pouvoir qui y détient un bastion depuis 20 ans. Le parti MK a obtenu 44% des voix dans la province et 29% des voix ont été recueillis. L'ANC nous a déçus pendant 30 ans. Il n'a pas réussi à nous apporter une véritable liberté. Jacob Zuma nous apportera la liberté. Nous souhaitons tout simplement qu'il nous fasse avancer. Les Sud-Africains ont voté mercredi dans ce que beaucoup considèrent comme l'élection la plus contestée du pays depuis les élections démocratiques de 1994. Les résultats définitifs devraient prendre plusieurs jours. La commission électorale indépendante ayant déclaré qu'il serait communiqué d'ici dimanche, bien qu'il puisse arriver plus tôt. Les Sud-Africains attendaient avec impatience de voir si leur pays, dont l'économie est la plus avancée d'Afrique, était sur le point d'entrer dans une nouvelle ère. Pour rappel, près de 28 millions de Sud-Africains étaient inscrits sur les listes électorales et ont décidé de la composition des assemblées législatives nationales et provinciales sud-africaines. Et on va prendre le rappel des titres de ce journal. Affrontement ce vendredi 31 mai des forces armées de la République démocratique du Congo, appuyées par les Wazalendo et les rebelles du M23. Une offensive lancée par les FARDC contre les M23 dans la matinée de ce vendredi au Nord Kivu. Célébration ce 31 mai de la journée mondiale sans tabac, protéger les enfants de l'ingérence de l'industrie du tabac est le thème pour cette année, analysé par les experts. Ce journal est terminé. Madame, Monsieur, merci beaucoup de l'avoir suivi. Restez avec nous sur Vert Pâturage Télévision pour la suite de vos programmes. Au revoir.